Ici Alexandra. Je te souhaite la bienvenue au podcast À cœur ouvert avec nos animaux. Plonge dans mon univers, dans la magie du vivant spirituel connecté entre ciel et terre. Es-tu ouvert à élargir ta conscience et ta connexion avec les animaux? Viens découvrir ce qui nous relie dans notre chemin de vie pour une puissante élévation. Nos animaux sont nos plus précieux guides. Les comportements et les mots physiques qu'ils expriment sont souvent porteurs de grandes révélations pour notre croissance personnelle. Es-tu prêt à élargir tes horizons? Suis-moi, ça commence maintenant. Bonjour! Au dernier épisode, on avait abordé tout ce qui était la base du lien entre l'humain et l'animal, l'effet miroir qui pouvait être entre les deux et à quel point nos animaux sont des guides dans nos vies, dans notre quotidien, pour notre croissance personnelle. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet un petit peu plus délicat. C'est la transition vie-mort en conscience, comme je l'ai nommé. Mais on parle de fin de vie, de deuil, de vieillesse, un animal qui vieillit. Et des grosses transitions qu'un animal peut vivre dans sa vie et comment l'humain peut l'aider à ce que ce soit le plus doux et facile possible, fluide possible, si vous voulez. J'ai passé au travers beaucoup de deuil animalier dans ma vie, autant pour mes animaux à moi que des euthanasies pour des animaux d'amis que je connaissais ou très peu, pour l'animal que je voulais pas laisser seul, que les gens étaient pas capables d'accompagner dans la salle avec le vétérinaire, des gens qui étaient pas capables de prendre la décision de laisser aller l'animal, de trouver des animaux, particulièrement des chevaux, dont un en particulier, je me souviens en train de geler carrément dehors à terre à moins 30 degrés. Ça a été sur mon chemin quelque chose de très récurrent. Je fais souvent du passage d'âme pour des animaux qui ont été frappés par des voitures. Je reste avec eux jusqu'à leur dernier souffle. Je considère que le plus beau cadeau qu'on peut faire à un être qu'on aime ou un être vivant, en général même je dirais, c'est de ne pas le laisser seul durant cette transition. Je pense que c'est quelque chose qui est important pour l'âme qui est en train de faire une transition, d'avoir une présence rassurante, aimante à ses côtés, idéalement quelqu'un qui connaît, qui aime, mais peu importe la personne qui va être là, qui va vraiment ouvrir son cœur pour cette personne-là, c'est positif pour elle. Je sais que c'est difficile de parler de la mort, je sais que c'est pas un sujet facile, mais j'aimerais ça briser les tabous aujourd'hui, puis si je suis capable de vous amener un intérêt particulier pour cette transition-là, une paix d'esprit en lien avec la fin de vie de votre animal et une préparation adéquate pour être capable de faire face à cette épreuve-là quand elle sera, quand vous serez rendu là, ben je pense que je vais avoir réussi ma mission aujourd'hui. On le sait que nos animaux sont pas éternels, malheureusement. On sait que c'est un passage obligatoire par lequel on va passer. J'ai récemment adopté une petite chienne de 6 mois que j'ai dû faire euthanasier. Elle avait même pas 1 an et demi. Donc, même si on les prend très jeunes puis qu'on espère donc qu'ils vont vivre éternellement, c'est malheureusement pas le cas. Donc, c'est quelque chose qu'on prépare une fin de vie, une transition. C'est quelque chose qu'on doit gérer dans ce que nous, on a à vivre par rapport à ça, parce que normalement, les animaux ont plus de facilité que nous à gérer ce genre de transition-là. Ils vont le voir de façon beaucoup plus naturelle que nous. En Occident, on célèbre les naissances et on pleure les décès. Dans d'autres civilisations, dans d'autres peuples, c'est l'inverse. On sait que la naissance est traumatique, on part d'un environnement chaud douillet dans le ventre de notre mère, on respire de l'air maintenant au lieu du liquide amniotique, il y a de la lumière, il y a des gens, c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour l'âme de s'incarner sur la planète Terre, on le sait avec tout ce qu'on vit dans nos vies par la suite, mais dans certains pays, ils vont célébrer la mort et rien faire de particulier pour la naissance. Fait que je trouve ça intéressant de pouvoir avoir une vision différente de la mort, de la fin de vie, autant pour l'humain que pour l'animal. C'est sûr qu'aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur l'animal, évidemment, mais ça s'applique à n'importe quel deuil. J'aimerais commencer par la multidimensionnalité de l'être. C'est sûr que moi, ma vision est plus spirituelle. Je crois à la réincarnation, je crois à l'âme qui est incarnée dans un corps physique, qui vient vivre une expérience terrestre, mais que l'être, même humain, est multidimensionnel. Donc, on transcende la vision juste physique du corps humain dans ma vision de la mort.
L'âme est quelque chose qui est... on a décidé de venir sur Terre. Hein? On a décidé de vivre ce qu'on avait à vivre. Moi particulièrement, mon âme, même si je m'en souviens pas, a dû décider de vivre la victimisation, l'impuissance, la problématique de pas être capable d'avoir confiance en moi, d'arrêter de douter. C'est toutes des choses que mon âme a déjà décidé de venir vivre avant même que je naisse dans ce monde. Il a aussi fait affaire avec des âmes collaboratrices, comme ma prof appelait. Je trouvais ça que c'était quand même très imagé. C'est comme une pièce de théâtre, puis on fait, OK, toi, tu vas venir me jouer, tu vas être méchante avec moi dans telle situation pour que je puisse me solidifier. OK, si je me suis pas assez solidifiée, toi, tu vas venir dans une autre situation, puis tu vas me faire vivre l'impuissance, puis il faut que je me solidifie à reprendre mon pouvoir. Si ça fonctionne encore pas, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la personne ait assimilé l'apprentissage qu'elle doit recevoir pour pouvoir être capable d'évoluer en tant qu'âme. Parce que je pense que, dans mon opinion à moi, c'est ça que ça sert les réincarnations, c'est d'être capable d'aller chercher une espèce de sagesse intérieure et une solidité pour être capable d'aller voir vers une meilleure évolution, une meilleure façon de vivre les épreuves et les défis. Je trouve ça aussi important de nommer que l'animal qui décède, l'humain qui décède, va souvent rester en énergie avec la personne avec laquelle il a vécu. On voit aussi souvent des gens qui vont se réincarner avec les mêmes âmes. Donc, souvent, on va avoir l'impression que cet animal-là, on le connaît déjà. Ben, ça se peut qu'on a déjà vécu une autre vie avec lui aussi. Fait que c'est d'enlever la perception que quand l'animal décède, il disparaît. Oui, son corps physique disparaît dans la matière. Ça, je suis parfaitement d'accord. Mais il va rester là. Mais l'accompagnement va être différent. Moi, j'aime à dire, quand j'ai perdu ma jument en 2022, qu'elle est encore plus présente dans ma vie depuis qu'elle est décédée, parce qu'elle est dans mon cœur à temps plein. Puis c'est pas parce qu'elle l'était pas pendant son vivant, mais le fait que je puisse pas aller la voir fait que je la ressens beaucoup plus, puis beaucoup plus facilement. Quand j'ai besoin d'elle, elle est là. Les signes que je reçois pour ma guidance, pour mon travail, pour mes accompagnements, elle est là constamment. La minute que je vais avoir un médium, puis j'ai même pas le temps de dire que je voudrais canaliser tel ou tel ancêtre ou telle personne, ils me disent « Ah, il y a un cheval à côté de toi. » Ma jument est là constamment, puis je la sens, tu sais, je le sais. Fait que vous y croyez ou que vous y croyez pas, c'est de se dire que l'animal qui décède, son âme reste avec vous. Son corps physique, non, mais son âme, oui. Ayez dans votre cœur. C'est comme si c'était un guide qui est là pour votre plus grand bien, finalement. Comme ils le font quand ils sont dans leur vie incarnée. C'est juste que ça change un petit peu la dimension, mais ça, il faut l'expérimenter pour le comprendre. Donc, c'est ça. C'est d'expliquer que c'est quelque chose qui est difficile. C'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Une perte animalière, de gérer la fin de vie, la vieillesse, des douleurs chroniques, des maladies chroniques, des fois une prise de décision pour l'euthanasie. C'est difficile de porter la responsabilité de la vie et de mort sur un être vivant autre que nous-mêmes. Il y a des gens qui veulent pas faire affaire avec l'euthanasie, qui vont toujours attendre que l'animal meure de sa belle mort, comme on dit. Il y a des gens qui vont éviter... Moi, je fais partie de cette catégorie-là. Si l'animal souffre, a aucune qualité de vie, je vais le faire euthanasier. Je le laisserai pas mourir par lui-même nécessairement. Mais je vais toujours respecter ce que l'animal va m'envoyer comme signaux. C'est ce que je veux vous donner aussi comme exemple, c'est de faire la différence entre de la souffrance et de la douleur. Les animaux peuvent endurer beaucoup de douleur. Est-ce qu'ils sont en souffrance? Pas nécessairement. Je vais vous donner l'exemple de mes 2 dernières juments, Swan et Eska. Eska pouvait avoir les 4 pattes en boiterie, des enflures, des laminites, nommez qu'est-ce que vous voulez, là. Elle boitait de 3 pattes sur 4. Puis elle arrivait en clopinant, puis elle était toute contente de me voir, puis elle était toute de bonne humeur, puis elle faisait tout ce qu'elle avait à faire dans son package. Pourtant, elle boitait de 3 pattes sur 4. Puis mon autre jument, à l'inverse, c'était complètement le contraire. Elle avait une roche en dessous du pied, je donne un exemple par rapport. Puis là, écoute, elle clopinait, puis là, elle était fâchée, puis là, c'était la fin du monde. Cette jument-là avait beaucoup moins d'endurance pour la douleur, était beaucoup moins résiliente que Eska. Fait que s'il était arrivé quelque chose de grave ou de très douloureux ou de chronique, Swan aurait été un sujet que j'aurais peut-être fait euthanasier plus rapidement qu'Eska, parce que la souffrance pour elle était beaucoup plus grande. Donc elle avait beaucoup moins de tolérance. C'est d'ailleurs un peu ce qui s'est passé vers la fin de sa vie. Elle faisait de l'asthme chronique, elle avait des troubles neurologiques parce qu'elle avait reçu un coup sur la tête, faisait beaucoup, beaucoup d'anxiété. Quand l'écurie a pris en feu, on a dû la déménager, c'était très difficile pour elle. Puis ça a fini que
elle allait tellement pas bien, elle mangeait plus. C'est un cheval qui ne vivait que pour manger. Il y avait une problématique qui ne fonctionnait pas pour elle, puis trouvant pas de solution, c'est la décision que j'ai finalement prise. Et Swan a beaucoup de difficultés à s'adapter à un nouvel environnement. Complètement le contraire d'Esca, qu'elle, nouvelle affaire, nouvelle personne, nouveau défi, il n'y en a pas de problème. Et c'est pour ça qu'Esca a été replacée, non pas euthanasiée. Mais c'est toujours de voir comment nous, on a le goût de gérer ce qui se passe selon nos valeurs, selon notre façon de penser, selon le lien qu'on a avec notre animal. Vous êtes la meilleure personne pour savoir si c'est le temps de faire euthanasier ou de laisser aller votre animal. D'arrêter de payer des traitements ou des pilules, par exemple. Oui, l'avis vétérinaire est important, là, je dirais jamais le contraire. Le vétérinaire va pouvoir vous dire si le pronostic de la maladie ou de la blessure est bon ou pas. Ça vous donne déjà une idée. Mais il reste que la décision finale est la vôtre. Moi, en accompagnement, je vais faire la communication animale pour aller voir justement le niveau de souffrance, de douleur de l'animal, parce que comme je le nomme souvent, on peut aller en communication animale avec un animal qui a l'air de souffrir le martyre en vrai. On fait la communication animale, il fait comme, ben non, la vie va bien. On fait comme, il y a un petit problème là. C'est toujours, la communication animale va toujours aller avec ce que l'animal perçoit. Fait que si pour lui, les douleurs que présentement, ça fait mal, mais il s'en fout un peu, c'est pas là-dessus qu'il va me jaser, il va me jaser sur d'autres choses. A contrario, si l'animal a vraiment, vraiment mal à une patte, puis là, c'est rendu insupportable, il va me dire, là, j'aurais besoin qu'il y ait quelque chose qui se passe de supplémentaire parce que la douleur est insupportable. Fait que c'est vraiment dans ce sens-là que je vais faire la communication animale. J'irai jamais voir un animal en lui demandant, est-ce que tu es prêt à partir ou est-ce que tu veux encore rester sur cette terre? Je ne prends pas de décision pour l'animal et pour l'humain. Je ne veux pas influencer l'humain non plus. C'est vraiment d'aller chercher toutes les informations possibles pour que le propriétaire de l'animal puisse prendre la meilleure décision possible pour lui et pour l'animal. J'en ai accompagné une récemment que c'était une problématique comportementale pour son chien et non pas physique. Ça a été la même chose pour ma chienne que j'ai fait euthanasier qui avait même pas un an et demi. À un moment donné, les problématiques comportementales, il y a un maximum de ce que l'humain peut faire, de ce qui est possible de gérer en lien avec la médication, en lien avec l'entraînement, avec des entraîneurs et tout. Et à un moment donné, pour que le chien soit bien, un chien qui serait super anxieux, réactif, agressif, peu importe, c'est de se dire qu'est-ce qui est le mieux pour lui et pour moi. Elle a eu beaucoup de difficultés à prendre cette décision-là. J'ai eu beaucoup de difficultés à prendre cette décision-là pour ma chienne aussi. Mais je pense que quand on est en paix avec la décision, quand l'animal est en paix avec la décision, peu importe ce que les autres vont amener comme jugement, c'est pas ça qui est important. Puis là, je dis pas que d'euthanasier un animal parce que des problèmes comportementaux, c'est facile puis c'est la meilleure chose à faire. Non. Mais dans certains cas, ça peut être la réponse. C'est de pas se dire, hey, j'ai échoué comme propriétaire, l'animal que j'ai pris sous mon aile, peu importe, j'ai pas réussi à l'aider. Mais des fois, c'est ça leur chemin de vie. J'ai déjà vu des animaux naître et décéder quelques heures, quelques jours après. Puis quand on allait en communication animale, c'était ça mon chemin. J'avais à vivre ça, c'était une courte incarnation, mais j'ai appris ce que j'avais à apprendre dans cette vie-ci. Fait que c'est pas de se taper ses doigts, de rentrer dans la culpabilité, puis j'ai créé un e-book sur la transition vie-mort en conscience, parce que c'est comme ça que j'ai décidé de l'appeler. Parce que la fin de vie, le deuil, oui, mais c'est pour moi une transition entre deux vies, parce qu'il va y avoir une vie par la suite, une transition de on le voit plus, on le ressent beaucoup plus, le guide qui est à l'intérieur de nous, qui est dans notre cœur, puis en conscience, parce que c'est pas je vais être dans tous mes états, je vais réagir beaucoup et l'animal va décéder. Non, c'est un processus qui se fait. Puis je vous dirais que c'est un processus qui se prépare encore plus quand c'est une problématique urgente ou un accident grave. Si vous n'avez pas préparé la transition de votre animal puis il se fait frapper par une voiture, par exemple, ben le deuil va être beaucoup plus difficile, la transition va être beaucoup plus difficile à gérer pour vous, parce que l'animal est parti, rendu là. Parce que les problématiques qui étaient là avant, qui étaient sous-jacentes, n'ont pas été gérées. La plupart du temps, les problématiques sous-jacentes, ça touche la dépendance beaucoup, les relations fusionnelles de mon Dieu, je suis pas capable de vivre sans mon chien. Mettons, une femme qui n'aurait pas eu d'enfant, qui prend son chien pour un bébé, puis là, on s'entend bien, là. Je prends mes animaux comme si c'était mes enfants, je m'en occupe comme si c'était mes enfants, mais ils ne remplacent pas un enfant que j'ai pas eu. Je sais pas si vous comprenez la distinction, parce qu'il y a une association émotive beaucoup plus grande quand ça remplace quelque chose d'autre que quand c'est juste là puis qu'on les voit d'une façon X.
quelqu'un qui serait dans le déni, par exemple, que mon chien ne s'en ira jamais, il va toujours rester avec moi, que mon cheval va vivre 50 ans, qu'il va battre des records. C'est pas de penser au deuil et à la mort à tous les jours, on est très très loin de là. Mais si on le sait, que nous, le fait que notre animal va mourir nous dérange et nous bouleverse au plus haut point, plus que la normale, là, plus que juste de dire j'aimerais ça qu'il reste avec moi toute ma vie puis que ça va me faire de la peine, vraiment quelque chose qui est viscéral puis qui, tu sais, il y en a là que j'en parle puis ils paniquent, je vois quasiment la panique dans leurs yeux là. Ça c'est quelque chose à adresser, c'est quelque chose que vous avez à gérer ou à travailler dans votre vie. Ça va être à travailler si vous le faites pas là. Quand l'animal va décéder, ça va être la même chose. La seule différence, c'est que si vous en gérez 50% avant le deuil, vous n'aurez pas 100% de la gestion à faire après que l'animal soit décédé. Parce que là, vous allez avoir le deuil en plus à gérer de la dépendance ou de la relation fusionnelle que vous aviez déjà avec votre animal. Fait que c'est un petit peu le fait de le faire par étapes. Dans le e-book que j'ai créé, comme je disais, vous avez tout le message des émotions du deuil. Qu'est-ce que ça porte? Pourquoi c'est là? Pourquoi on vit de la colère? Pourquoi on vit de la tristesse? Les 5 étapes de deuil aussi. Je rappelle que le deuil n'est pas linéaire. C'est pas il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Des fois, on est triste, on retombe en colère, après ça, on est dans le déni, puis on accepte rendu au bout. Des fois, ça fait du colère, tristesse, colère, tristesse, colère, tristesse, après ça, on va vers d'autres choses. Des fois, on reste pris dans une des phases. Il y a pas... C'est pas une recette qui va à chacun. Je parle des 5 phases, parce qu'on va passer au travers des 5 phases. Par contre, ils seront pas nécessairement une après l'autre. Ensuite, comment on gère le deuil? Ça, c'est la question qui tue. C'est de se préparer, comme je disais, le fait de gérer nos problématiques en lien avec la mort. Peut-être d'essayer de faire de l'accompagnement pour avoir une vision différente de la mort. La plupart des gens à qui je parle, en tout cas les gens autour de moi, me disent « Après la mort, c'est fini. La mort, c'est une fin. » Mais non, la mort, c'est une transition. C'est la transition de cet animal-là qu'on a vu, qu'on a pu tenir dans nos bras, qui finalement devient un âme guide, un guide spirituel. Et l'essence de l'âme de cet animal-là ne changera pas. Sauf que l'animal incarné a une intelligence limitée dans ce que le corps humain peut donner. La guidance de ce qu'un animal décédé comme guide spirituel nous amène est phénoménal. C'est vraiment quelque chose de très positif pour l'humain, si on est capable d'écouter puis de voir les signes. Nos animaux, surtout ceux qui vont être particulièrement, pas représentatifs, mais particulièrement marquants dans nos vies, vont amener des choses très grandes. Combien de personnes je vois en accompagnement à cet animal-là, quand il est décédé, m'a fait réaliser certaines choses, j'ai changé d'emploi, j'ai changé de domaine. Moi, c'était mon cas. Quand ma jument elle, a quitté, j'avais déjà amorcé ce changement-là. Mais c'est elle qui m'a fait créer mon soin symbiose du travail de l'humain avec l'animal, du duo animal-humain. C'est quelque chose que c'est elle qui m'a emmené. Quand Gaïa, ma chienne, est décédée au début de l'année 2025, elle m'a amené une autre dimension comportementale aussi, parce que j'avais vécu beaucoup d'euthanasie en lien avec la santé physique, mais c'est la première fois en lien avec le comportement, et ça a été vraiment, vraiment souffrant. Puis c'est pas parce que mes autres deuils l'ont pas été, mais ça a été difficile d'accepter le fait que je faisais euthanasier un très jeune chien en lien avec le comportement, quand mon entourage n'était pas d'accord. Finalement, les gens ont fini par comprendre, mais sur le coup, moi qui est plus capable, je vois que la chienne n'est plus capable, elle n'a plus de qualité de vie, on n'est pas capable de rien faire. Même les éducateurs canins ont comme tout donné qu'est-ce qu'ils pouvaient donner, puis qu'on voit bien que ça ne fonctionne pas dans l'environnement. Ben, moi, il faut que je prenne une décision, puis j'avais un chien de type pitbull, j'avais aussi la responsabilité de la protection de ce que j'avais autour de moi, des gens autour de moi, parce que je voulais pas que mon chien puisse blesser quelqu'un. J'avais cette responsabilité-là aussi de, est-ce que j'attends qu'il arrive un accident, parce que j'essaie de contrôler la plupart de ses activités, de l'environnement et tout, mais on ne peut jamais tout contrôler. Et là, je me disais, est-ce que j'attends de prendre la décision quand elle va vraiment blesser quelqu'un, ou je prends la décision maintenant? C'est beaucoup plus facile de justifier dans l'entourage. Ben oui, mon chien a défiguré quelqu'un, fait que je la fais euthanasier. Non, là, je la fais euthanasier parce qu'il y a une trop grande possibilité qu'elle défigure quelqu'un. Puis là, je veux pas rentrer dans les races ici et ça, là, ça n'a aucun lien avec la race, dans le sens que c'est un chien qui est gros et puissant, c'est pas un chihuahua qui, au pire, va te faire 3 trous dans le mollet. T'sais, on s'entend, là? Fait que
C'est quelque chose que je crois qu'il est important de nommer, de mentionner. Moi, ça m'a amené une autre dimension dans mon travail parce que c'est pas quelque chose que j'avais touché du tout. Et depuis ce temps-là, évidemment, merci Gaïa, j'ai beaucoup d'accompagnement en lien avec des problématiques comportementales. Pas nécessairement toutes des euthanasies, mais il y en a eu quand même quelques-uns qui sont venus à moi par rapport à ça et je venais de marcher le chemin. Fait que j'étais capable de comprendre ce que cette personne-là vivait parce que c'est tellement souffrant d'être le seul ou la seule à voir la problématique de l'animal, les problématiques que nous autres on vit en tant que propriétaires dans le stress et l'anxiété, toujours qu'il arrive quelque chose, qu'il se passe quelque chose de grave, c'est vraiment atrocement lourd. Fait que tout ça pour dire que ça amène des choses supplémentaires. Ma jument, je sais qu'elle a quitté pour me laisser l'espace pour pouvoir créer ce que je voulais créer. Des animaux, des chevaux, ça coûte cher. Elle avait fait le chemin qu'elle avait besoin de me faire faire et après ça, elle a quitté. C'est quelque chose que j'ai remarqué aussi souvent quand les animaux ont, là j'aime pas ça le dire le même, mais accompli leur mission. Quand nous ont appris ou amené où est-ce qu'on devait aller avec leur guidance, avec leur aide, souvent ils vont quitter. C'est pas toujours le cas, mais pour Swan ça a été le cas et pour Gaïa aussi. Mais le fait qu'elle a créé l'espace et l'ouverture vers les problématiques plus comportementales, elle m'a amené une autre dimension dans mon travail. Puis je la remercie parce qu'elle va toujours être là pour moi par rapport à la suite. Quand j'ai des problématiques comportementales, la dernière que j'ai accompagnée, Gaïa était là. Elle était avec moi tout le long. Là. Puis je pense qu'elle a un petit peu aidé la cliente à faire son chemin par rapport à ça aussi, comme si, tu sais, que tu choisisses un ou l'autre, les deux sont corrects. T'es pas de mauvaise personne parce que tu choisis de le faire ou pas de mauvaise personne parce que tu choisis pas de le faire. Donc, c'est des choses comme ça que nos animaux nous amènent, puis que malheureusement, le fait que le décès se produise dans la relation, ça fait partir des anciens schémas. C'est comme si tout ce que on avait été avec cet animal-là disparaît, s'en va. Swan était l'impuissance dans ma vie. Les problématiques d'impuissance et de victimisation, là, c'était Swan. Swan, il arrivait quelque chose, c'était tout le temps une catastrophe. J'ai encore des petites problématiques par rapport à ça, mais ce gros morceau-là de mon être que j'ai vécu dans toutes les premières années de ma vie est mort avec elle. J'ai beaucoup moins de difficultés avec ça maintenant. Je vais vers d'autres choses. L'animal que j'aurais demain m'amènerait d'autres choses à voir, mais ce côté-là avec elle est parti, s'est transmuté, a changé. Je pense que c'est important de préparer notre animal avant le décès. Surtout si ça peut être préparé à l'avance. Un animal qui est malade, qui est vieillissant, problématique chronique, des choses qu'on peut préparer d'avance. On peut se préparer un petit rituel qu'on peut faire avec l'animal. Moi, je vous conseille de commencer votre deuil pendant que votre animal est à la maison. C'est beaucoup plus facile de lui dire au revoir et de vivre notre tristesse avec lui en le serrant dans nos bras que lorsqu'il est parti. Fait que c'est des capables de faire. Moi, je me voyais dans les dernières semaines avant que ma chienne parte. Tu sais, c'est la dernière fois qu'elle va profiter de dehors. Tu sais, on va aller dans les endroits qu'elle aime. On va aller dans l'eau. Elle aimait l'eau. Tu sais, on va lui amener de la nourriture qu'elle aime. C'était comme de profiter des derniers instants. Là, je pense que c'est important. Si possible, d'amener vos autres animaux avec l'animal qui va se faire euthanasier pour qu'ils puissent avoir conscience de ce qui se passe. Sinon, moi, j'avais ramené ma chienne à la maison ensuite parce que je voulais l'enterrer là-bas. Puis, j'ai fait sentir la chienne par notre autre chien. Je voulais que l'autre chien puisse savoir qu'elle était partie, qu'il la cherche pas. C'est quelque chose qu'on voit quand même couramment, qu'un animal cherche son ami, qui est parti en voiture, mais qui est jamais revenu. Même chose pour les chevaux, qu'on va isoler dans un coin. Moi, ma deuxième jument était avec Swan quand je l'ai fait euthanasier. Je l'ai fait sentir pour être sûre qu'elle comprenne que je voulais pas qu'elle la cherche. Elle l'a cherché un petit peu. Ben, elle était un petit peu anxieuse pendant 2-3 jours après l'euthanasie, mais j'avais fait de la communication animale avec elle pour lui dire que Swan était pour quitter. Je pense que l'événement était difficile à vivre pour elle, mais elle l'a pas cherché pendant des semaines et des semaines. C'était plus, oh mon Dieu, la perte me causait de l'anxiété. Celle qui est décédée, c'était ma jument dominante. Donc l'autre était encore jeune. Elle devait avoir perdu ses repères, puis c'est très normal. Je l'ai accompagnée par rapport à ça. Mais elle a compris, puis je l'ai vu se recalmer et vivre sa tristesse. Même chose pour Swan, je l'avais averti, on a fait de la communication animale. Dans ce temps-là, c'était trop difficile pour moi de le faire par moi-même. J'avais engagé quelqu'un pour le faire, pour l'avertir que c'est correct avec toi, on va procéder, c'est là-dessus c'est vers ça que je m'en vais. Puis elle l'avait accepté, puis je l'ai déjà raconté dans d'autres vidéos, mais d'avoir pu préparer cette
cette transition-là, d'avoir pu me préparer moi, que je voulais pas perdre cette jument-là. C'était la jument de ma vie. C'était le bébé que j'avais eu à 4 mois, que j'avais éduqué. J'ai tout fait avec elle, mes niveaux instructeur, entraîneur, mes entraînements de base, mes cavaliers. J'ai tout fait avec cette jument-là. On a fait toutes les disciplines inimaginables. Elle a donné des cours à des gens. En tout cas, ça a été le cheval de ma vie. Je ne voulais pas qu'elle disparaisse, surtout qu'elle était pas si vieille que ça quand elle est morte. Fait que il a fallu que moi, je gère mes problématiques de « Oh mon Dieu, je veux pas que mon cheval parte, puis je vais la garder coûte que coûte. » Puis j'ai été 6 mois à me brûler pour essayer de mouiller son foin, de la rendre le plus confortable possible. Puis plus je me brûlais, plus j'étais plus capable, moins elle était bien. Là. Parce que dans son environnement, oui, elle devait être mieux parce que je faisais les actions pour. Mais moi, j'étais pas bien, puis elle prenait mes énergies. Fait qu'un comme dans l'autre, il y a rien qui allait positivement. Là. Fait que, pis c'est ça, quand j'étais arrivée, c'était une jument quand même anxieuse. Quand je suis arrivée à l'écurie cette journée-là, puis elle m'attendait, il y avait le coucher de soleil en arrière d'elle, calme, mais d'un calme. Je sors les 2 juments, je les amène où est-ce que ça va se passer, je mets ma plus jeune dans le rang de peine, j'amène ma jument pas loin pour la flatter. Elle a mangé sa petite moulée, une petite bouche à la fois, regardant partout, toute tranquille. Je pense qu'elle a jamais fait ça de sa vie. ma jument de la moulée, c'était tout d'un coup. Puis c'est comme si le temps s'était arrêté. La vétérinaire m'explique, première injection, deuxième injection, qu'ils vont l'asseoir pour pas qu'elle tombe. Ils l'ont assise, elle s'est couchée sur le côté, puis là, elle m'expliquait, puis j'en ai déjà vu des euthanasies de chevaux, je sais que des fois les chevaux vont réagir mal, vont essayer de se relever ou vont paniquer. Elle s'est couchée, elle a jamais bronché, elle a même pas levé un oreille. Je me suis couchée dans son cou, puis la deuxième injection a été donnée, puis je l'ai senti partir. Puis j'avais averti, mon ami était là avec la vétérinaire pour la payer, puis moi je voulais rester avec Swan parce que je trouvais ça important d'être là pendant son passage. Là, je suis désolée, tout le temps des émotions en parlant de ça, c'était un moment difficile, mais beau en même temps. C'est ça que j'aimerais que les gens puissent voir et comprendre et pouvoir atteindre ce niveau-là parce que c'est déjà difficile de dire adieu à un animal, mais en plus d'être dans le déni, d'être dans la dépendance, d'être dans la réaction, dans la frustration, dans quelque chose de très très intense, c'est difficile, puis l'animal souvent va réagir. J'en ai vu des euthanasies traumatiques, du cheval qui va se relever, qui essaie de courir, de s'en aller, de réagir. C'est impactant, surtout pour des gens qui n'auraient jamais vu des euthanasies, première fois qu'ils euthanasient son cheval, puis que le cheval réagit comme ça, c'est difficile à voir. J'ai vu des chiens essayer de se relever, de courir sur place, essayer de s'en aller, tomber parce que la première injection avait été faite. Ma jument est partie, je pense, le plus beau possible, le plus parfait possible dans les circonstances. C'était beau, c'était calme, c'était rempli d'amour. Elle était là pour moi, j'étais là pour elle, puis là j'étais couchée dans son cou, puis on était le 15 décembre, il faisait très froid. Puis je me souviens, je voulais faire un petit rituel, je voulais mettre des bougies autour d'elle, puis là il ventait beaucoup, puis les bougies arrêtaient pas d'éteindre, puis là moi qui pleure, puis qui fait comme je peux même pas faire mon rituel pour mon cheval, puis j'étais comme hey, le rituel on s'en sac. Tu sais, je veux juste être là pour elle dans le fond. Fait que je me suis recouchée dans son cou. Puis je suis restée là, je sais pas, quelques minutes, là, j'ai aucune idée. Puis je me réveille, je m'ouvre les yeux, je regarde le ciel, puis je vois ma jument me dire « Reste pas là à geler, je suis plus là. » Puis je reprends conscience de mon corps et je me rends compte que je suis totalement gelée. Je m'en vais dans ma voiture puis pour quitter, pour ramasser mes choses. Mais tout ça pour dire que ma jument va être là peu importe où est-ce que je vais être. Son corps va être resté où est-ce qu'elle est décédée, mais son âme va me suivre, va me guider pour la suite. Puis cette jument-là, comme je vous disais, est tout le temps présente dans ma vie. Même dans des soins, des fois. Je faisais un soin avec The Soul Journey que je vais vous présenter prochainement, Nathalie Labrie. Puis elle fait là, ben, attends une minute, là, ta jument est là, fait que je vais la laisser faire, puis on va continuer après. Moi, ça me fait toujours beaucoup rire, là. Swan qui s'interpose, puis même dans sa vie, tu sais, on vissait des trucs dans sa cabane, puis elle se mettait entre moi puis la drill, tu sais, je voyais même pas ce que je faisais. Fait que le fait qu'elle s'interpose comme ça dans un soin, je la reconnais, là, tu sais, c'est vraiment sa personnalité. Enfin bref, mais c'est ça, c'est l'idée de voir le beau dans la mort, de voir l'apaisement. Moi, la mort, je vois pas ça comme quelque chose de traumatique. Je vois ça comme quelque chose de beau, de doux, d'apaisant.
Les animaux qui ont des douleurs, qui meurent, c'est doux. Les douleurs s'évaporent. Pensez à, je sais pas si vous avez déjà eu des opérations ou qu'on vous a anesthésié ou endormi pour une procédure quelconque. C'est doux s'endormir. La mort, c'est exactement le même genre de sensation. On est comme bercé, on est dans une autre dimension, on ressent plus notre corps physique, fait que les douleurs, les problématiques s'en vont. Les animaux qui ont des démences ou des problématiques majeures comme ça, quand on fait des communications animales après la mort, c'est l'état de bien-être qu'on ressent en même temps. D'ailleurs, quand je fais des communications animales, un animal vivant ou mort, très souvent, je vais voir une différence dans l'énergie. Surtout si c'est des animaux que j'ai communiqué avec eux vivants, une fois morts, il y a un shift dans l'énergie. Parce qu'il n'y a plus l'espèce de lourdeur d'incarnation, je vais le dire comme ça. On s'entend que la Terre a une attraction terrestre avec la gravité. C'est comme si dans les communications post-décès, il y avait une espèce de légèreté, de légèreté. Je pense que c'est le meilleur mot pour pouvoir le décrire. Puis, d'ailleurs, des fois, quand l'animal est en train d'être en fin de vie ou en train de mourir, je vais ressentir dans la communication animale une espèce de... Les pieds ne touchent pas à terre, là. Une espèce de commencement de que ça flotte. Parce que l'animal est déjà en transition entre les deux plans. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà vu. C'est sûr que ça ressemble beaucoup à un animal qui va se dissocier de son corps quand il y a de la douleur, fait que des fois ça peut porter à confusion, mais il y a quand même, quand je sens que l'animal se détache de son corps, c'est parce que soit qu'il est en fin de vie ou qu'il est en douleur extrême, et ou les deux. Donc ça c'est un indicatif pour moi aussi, que je peux donner à l'humain. Mais comme je vous dis, en communication animale, je vais jamais aller chercher un oui ou un non, je vais aller chercher l'état, comme si je demandais à un humain qui est en fin de vie, comment tu vas? Comment ça va? Tu sais, t'es rendu à quel point là, dans ta maladie, dans tes douleurs, dans comment tu te sens? Est-ce que ça va quand même bien malgré les douleurs puis qu'on continue? Est-ce que t'es en train de vouloir te décomposer parce que ça fait tellement mal, t'en peux plus, t'es plus capable? Puis encore là, aujourd'hui c'est tout ça, demain c'est tout ça, dans une semaine c'est tout ça. Tu sais, il y a des choses qui vont bouger aussi dans le temps. Fait que c'est pour ça que c'est impossible pour moi de faire une communication en disant oui, là il est en train de flotter puis il a mal, fait que là tu vas pouvoir le faire euthanasier. Non, parce que ça se peut que ce que moi j'ai décelé dans la communication animale cette journée-là, que dans une semaine ce soit plus ça, puis que là il était juste dans une phase de la maladie ou dans la blessure, que là il était juste plus capable. Fait que c'est pas figé dans le temps non plus. Je peux faire une communication le matin, je vais avoir telle ou telle information, je vais faire une communication le soir, puis je vais avoir d'autres informations. C'est important de comprendre que la communication animale passe par un canal. Donc, c'est ce que moi je vais percevoir. Ça se peut qu'une autre communicatrice animalière, avec des expériences, avec des connaissances différentes, va percevoir autre chose. Moi, la douleur physique, je l'aperçois très rapidement parce que j'ai une très bonne clairsentience et c'est là-dedans que je me suis spécialisée sur le terrain comme pareuse. Donc, de voir les problématiques de boiterie, de douleur, de compensation, c'est quelque chose avec lequel j'ai de la facilité. Fait que c'est sûr que c'est la première chose que je décèle chez l'animal. C'est comme ça que j'ai compris en regardant un cheval boiter le nez à terre, en faisant une communication, puis qui me dit « Non, non, tout est merveilleux de faire... » Il y a un petit problème, il y a un décalage. Ma communication animale, elle marche pas. Jusqu'à temps que je comprenne ce que voulait dire le mot « résilience » et comment les animaux peuvent complètement mettre de côté une douleur qui peut paraître extrême à nos yeux, puis que finalement la communication animale ne nous en parlera même pas. C'est important aussi de mentionner que dans mes accompagnements, je vais nommer aussi beaucoup, tu sais, connecte-toi à ton animal, fais juste t'asseoir avec lui, à côté de lui, en respirant, en connectant de cœur à cœur, soit en cohérence cardiaque ou en respiration, peu importe, d'être capable de juste prendre un moment. L'animal va te faire ressentir. Souvent, les gens vont me dire, hey, son œil aujourd'hui, là, je pense que c'est le temps. L'œil n'est pas comme d'habitude. Tout le monde est capable de voir les signes. C'est juste d'être capable de justement ouvrir son canal, de ne pas rester pris dans nos programmations de peur, de déni, de dépendance, de relations fusionnelles, puis d'être capable d'être réceptif à ce que l'animal veut nous donner. Parce que les problématiques, ça fait un petit peu comme si le capteur est capable de tout faire, puis nos problématiques viennent faire un voile par-dessus. Fait qu'on va moins efficacement capable de capter les informations que l'animal va nous donner que ça va encore bien, ou que là, il est vraiment rendu à « Ok, c'est beau, on fait d'autres choses, là, moi, je suis plus capable. » Ça, c'est super important à comprendre, parce que c'est ce qui va faire la différence de « Je vais faire une euthanasie trop rapide, ou trop tard, ou de pas en faire du tout, finalement. » là. Parce que je pense qu'il y a une espèce de juste milieu à faire entre le cheval a une boiterie, on va le faire euthanasier tout de suite, parce que là, il faut pas qu'il souffre,
qui est un peu extrême, qui est peut-être un petit peu rapide, que de se dire, hey là, il est rendu les 3-4 pattes qui boitent, il est rendu même comme un clou, puis capable de manger, il a la diarrhée, il se déshydrate, puis là, tu sais, finalement, il meurt dans le squelette, là. Tu sais, mettons, parce que ça fait des mois et des mois que ça dégénère. Il y a une espèce de juste milieu à aller chercher, puis c'est pas parce qu'il y en a un qui est bon, l'autre qui est pas bon, c'est pas ça, mais c'est d'être capable d'aller chercher l'espèce de point de friction entre le trop tôt ou le trop tard. On s'entend là, que dans la nature, les animaux, des fois, vont mourir à petit feu, puis ça va être très souffrant pour eux. Je pense que comme propriétaire d'animaux, comme humain, on est capable de faire ce cadeau d'amour-là à nos animaux, de pas les laisser souffrir outre mesure. Je vais dire comme ça, là, d'être capable de dire, OK, là, je pense que c'est assez, de toute façon, il n'y a rien qui va s'améliorer, l'animal n'a plus de qualité de vie, plus capable de bouger, je me souviens d'avoir déjà vu un chien qui rampait, les 2 pattes en arrière fonctionnaient plus du tout, il était tout en train de s'ouvrir le ventre, les pattes, mais la propriétaire avait de la misère à le laisser aller parce qu'elle l'aimait et elle voulait pas être responsable de sa mort. Puis là, c'est de voir la responsabilité dans laquelle on veut se mettre ou qu'on veut être. Puis quand je lui ai montré, puis qu'elle savait là, qu'il y avait des bobos, là. Puis quand je l'ai mis sur le dos, puis que je lui ai montré, regarde, si c'était un enfant, qu'est-ce que tu ferais? Puis là, elle s'est mise à pleurer. Puis là, elle m'a nommé, elle a dit, je serais pas capable de vivre sans lui, tu sais. Puis c'est pas du tout un jugement contre les gens, là. C'est pas ça du tout. C'est d'être capable de voir la peur, la souffrance qui est par-dessus l'espèce de capteur que je disais tantôt, puis que là, de lui mettre dans le visage, puis de lui nommer, même si elle le savait, là. Mais je l'ai amené dans une espèce d'espace pour être capable de lui faire comprendre que je pense que c'était le temps de laisser aller son chien. Qu'on a enlevé l'espèce de voile qui était sur le capteur. Puis elle s'en est rendu compte, puis elle a fait d'euthanasier. C'est un peu dans ce sens-là que mes accompagnements vont. C'est un peu ce que je veux transmettre dans cet épisode de podcast, que d'écouter nos animaux, d'écouter nos ressentis, mais d'être bien sûr que nos ressentis sont pas biaisés par des peurs, par des problématiques, par des blocages qui pourraient être présents, mais que nos animaux vont toujours nous donner l'information s'ils sont prêts à partir ou pas, si c'est le temps pour eux ou pas. Donc, comme je vous parlais tantôt, j'ai créé un e-book sur la transition vie-mort en conscience. Il est à vendre sur ma boutique Etsy. Donc, si vous voulez avoir accès, c'est un e-book, donc c'est un format numérique. Je vous invite à aller voir les informations. Je vais mettre le lien en dessous de mon podcast. Puis, j'espère que le podcast d'aujourd'hui va vous avoir amené à avoir une vision différente de la mort, que la fin de vie d'un animal peut quand même être beau, malgré la douleur et la tristesse que ça amène, que ça peut se faire dans le calme, dans la bienveillance et dans l'amour, que c'est pas obligé que ce soit un événement traumatique, ni pour nous, ni pour l'animal. Puis, je vous envoie plein d'amour, ceux qui sont dans cette phase-là présentement. Je sais à quel point ça peut être difficile de passer par ce deuil-là, parce qu'on sait que le deuil humain est déjà difficile à gérer et que c'est pas nécessairement bien compris autour de nous. Mais le deuil animal, c'est encore plus difficile parce que je vois pas personne qui va être capable d'aller dire à son patron, ben je pars une semaine de congé parce que mon animal est décédé. C'est quand même une réalité qui est pas là encore présentement. Un deuil, c'est un deuil, que ce soit un animal ou un humain. Mais c'est important de prendre le temps de s'écouter et de faire ce qui est bon pour nous pour pouvoir vivre ce deuil-là. Donc, prochain épisode, on va aller vers quelque chose de un petit peu plus léger. Je vous présente une de mes collaboratrices, c'est Laura Desilets. C'est la personne que je recommande lorsque les gens ont besoin d'aide en lien avec le comportement canin dans le 3D, parce qu'on sait qu'on va travailler l'énergétique, la relation, l'animal à humain, mais parfois on a besoin d'avoir un coup de main sur place avec vraiment des comportements spécifiques que l'animal a, parce que moi je peux pas voir comment vous réagissez avec votre animal, il y a quand même une éducation et un encadrement qui doit être fait dans le 3D, même si on travaille le côté énergétique. Donc c'est Laura qui est référée dans ce temps-là. Donc vous allez pouvoir la connaître davantage, puis on se revoit le mois prochain. Je t'invite à partager en commentaire comment cette voix différente résonne en toi et ce qu'elle éveille. Si le cœur t'en dit, partage ce podcast à ceux qui veulent faire partie du changement sur les relations avec nos animaux dans une liberté d'être. Ensemble, vivons en harmonie avec la nature qui nous entoure. Abonne-toi pour m'aider à faire vivre cette vision. À très bientôt, belle femme lumière.